58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes. Pardon pour les habitués à cette émission. Mardi dernier, je n'étais pas là. Quelques petits problèmes de santé, ça peut arriver, surtout vu mon grand âge. Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Habib, qui est membre fondateur d'une association ici à Montcarré. C'est bien, cette association s'appelle TEDUA. Et eh bien, il va nous la présenter, nous en parler. Et qu'est-ce que vous faites ici à Montcarré? Vous m'avez appris quelque chose, du reste. Bonjour. Bonjour. Vous m'avez appris que, voilà, ici, il y avait un dancing autrefois, ce que je ne savais point. Ça fait pourtant 25 ans que je suis à Montcarré et je ne savais pas qu'il y avait un dancing. Bon, vous allez peut-être le faire revivre, je ne sais pas, vous allez nous dire ça. Vous êtes une association, combien de membres à peu près? Aujourd'hui, en officiel, un peu plus de 70. En officieux, même, oui. Pas mal plus. Oui. Ça dépend si on regarde au quotidien ou les passages ponctuels. Moi, je parle des membres actifs. Hein. Alors, sur les membres actifs purs, je dirais... purs. 10, 12, 15, 20 Je dirais, ouais, autour de ça, ouais. D'accord. Une vingtaine, ouais. Alors, votre association existe depuis 2017. Tout à fait. Et alors maintenant, quel est le but de cette association? Alors, le but, il évolue, mais je dirais que le but principal, selon moi, c'est mettre en place tout ce qui est possible pour qu'on ait un beau vivre ensemble là où on habite. Et c'est vrai que le média principal jusqu'à présent, du fait du talent des membres cœur de l'association, c'était le théâtre clown. Vous faites toujours? Qu'on fait toujours, oui, bien sûr. Mais en fait, par la force de nos rencontres, qui se sont faites de manière plus ou moins aléatoire au fil du temps. Parce que vous arrivez de Bordeaux, hein, je crois bien. Oui, on était à Floirac jusqu'à il y a 1 an et demi. D'accord. Ouais. Au fur et à mesure de ces agrégations, en fait, les talents de chacun se sont ajoutés. Puis il y a eu une vie quotidienne qui s'est mise en place. C'est-à-dire qu'on ne se retrouvait pas que dans le champ de l'association, à l'endroit du siège de l'asso ou de là où l'asso opérait, mais on s'est retrouvé à vivre en colocation avec plusieurs des membres cœur de cette association. Et donc... il fallait une sacrée entente pour qu'il y ait la colocation plus la vie associative. Oui. Faut que ça fonctionne. Une sacrée entente, il fallait surtout, je pense, être un petit peu fou, parce qu'on ne sait jamais comment l'entente peut tourner. Donc il fallait avoir envie de s'entendre, surtout. Et envie de se parler. Quand même mûrement réfléchi. Vous n'êtes pas parti comme ça à l'aventure, si? Franchement, ça dépend pour qui, je pense. C'est très différent pour chacun, je peux vous dire pour moi. Ah oui? Je peux vous dire pour ceux qui sont encore là. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont partis quand même. Oui, bien sûr. Bah ouais, est-ce que vous avez su pourquoi? On a su pourquoi plus tôt, je pense, ouais. Puis après, c'est très subtil. On rentre dans l'intime de chacun, des raisons d'une séparation. Ouais. Là, on rentre dans le cœur du sujet. Oui, ou alors, chacun fait sa vie aussi. Hein. Oui, chacun fait sa vie. Moi, j'ai vu, vous avez porté quelques photos. Vous êtes quand même, par rapport à moi, malheureusement, vous êtes beaucoup plus jeune. Oui. Donc, il y en a qui bifurquent, qui choisissent d'autres voies ou d'aller dans d'autres endroits semblables aux vôtres, mais pour se perfectionner ou... bien sûr, liberté d'abord, hein, ça c'est une constante, oui. Alors, justement, quelle est la difficulté de se retrouver comme ça, là, tous ensemble, de vivre un peu tous les jours, hein, enfin, c'est même pas un peu, c'est tous les jours, et puis dans l'activité, vous êtes aussi tous ensemble. Alors, c'est une grande question. Alors déjà, je vais peut-être préciser le tous ensemble pour ceux qui ne nous connaissent pas. Oui. Aujourd'hui, tous ensemble, on a racheté du coup ce qu'on appelle l'ancien dancing de Montcarré, au 16 rue de Tête-Noire. Oui. Pas loin de la mairie. Oui, c'est ça. On l'a racheté à 2 familles. Donc c'est 2 couples avec leurs enfants respectifs. Donc il y a Cynthia et Jonathan. Qui ont avec leur enfant de 3 ans qui s'appelle Aliam, et il y a moi-même et ma compagne Anne-Lucie avec nos petits qui ont Isaac bientôt 3 ans et Thalie 1 an et demi. D'accord, 2 enfants. Donc ouais, moi j'en ai 2 et avec ma compagne et eux en ont 1. Donc on est 7 sous le toit. D'accord. Ouais. Et là ça se passe bien, ce sont des enfants qui sont en bas âge. Ouais.
Ah bah oui, ça se passe bien. Alors pour eux, c'est génial, parce qu'ils vivent une vie de fratrie, ils sont pas pris dans les questions des grands encore. Par contre, c'est sûr que quand on est dans des moments où on a besoin de discuter, de rentrer en confrontation des opinions, etc., on se rend bien compte que ça peut les impacter directement. Mais il y a un désir de vivre ensemble qui est supérieur. Comment faites-vous là dans des moments comme ça? Ah ben on se parle franchement. Non, mais si les enfants sont là, vous les discutez tranquillement. Ouais, on a. Alors ça dépend. Il n'y a pas de méthode en fait. Ce qu'on a perçu comme nécessaire, c'est de surtout pas laisser traîner les non-dits de manière générale. Et après, ça arrive qu'on temporise en se disant là, il y en a un, on sent que le désir de dire quelque chose monte, que ça se tend, ça se voit tout de suite. Là, on se dit, écoute, dès que les petits vont faire dodo, ou alors quelqu'un prend l'initiative de dire je les emmène là jouer ou quoi, et là on se retrouve, on se parle. D'accord. Ouais, ça peut être ça. Et après, ça peut être d'autres situations auxquelles je pense pas maintenant. Des Mais engueulades. en gros, bien sûr qu'il y en a des engueulades. Et ouais, évidemment, elles sont nécessaires, je pense. Ça doit être difficile quand même, à un certain moment. Oui. Oui. J'allais vous dire, il faut un moral d'acier, mais c'est même pas une question de morale, je crois pas. Je sais pas si c'est d'acier ou d'eau, mais c'est pas tant le moral. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il est bon quand tu vois que les autres vont bien. Oui. Et donc c'est plutôt, on n'arrête pas d'être face au constat que c'est en se tournant vers ceux qui sont à côté et en saisissant ce qu'ils vivent, et en même temps en étant capable de dire là j'ai envie de ça, qu'est-ce que vous en dites, comment on peut le mettre en place. Donc c'est dans ce miroir là que les belles choses se passent, et finalement on s'aperçoit que les tensions elles apparaissent souvent quand il y a du non-dit. J'allais dire exclusivement, mais je suis pas sûr, donc je vais dire souvent. Et comment ça se passe dans la vie de couple alors? Dans la vie de couple, Non, comme dans une vie de couple, vous n'êtes pas obligé de partager à longueur de journée ce que vous avez envie de vivre en tant que couple. Si on n'a pas envie de le partager avec les autres, on se met dans notre intimité où bon nous semble, dans la chambre, où on part en vacances. D'accord. Y a pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence avec les autres couples. C'est assez classique notre manière d'être en couple chacun. Oui, vous vous retirez. On se retire dans quel cas? Et, quand vous voulez, je sais pas moi, avec votre compagne, vous avez besoin d'échanger sur un sujet qui vous regarde qu'à vous, et vous vous retirez, vous n'exposez pas sans arrêt à l'autre couple qui vit avec vous. Je suppose. Mais je crois qu'on est arrivé au point de confiance où ça ne nous gêne même pas. Ah oui. Mais d'avoir ce public-là, parce que l'amitié est très forte, quoi. Donc, mais c'est pas une règle pour autant, c'est juste un état de fait que je constate là en répondant à ta question. Je me rappelle pas dernièrement qu'on ait été gêné d'être vu par eux et de s'engueuler, par exemple. C'est une question qu'on se pose quand on est à l'extérieur, on se dit mais comment font-ils? Ils peuvent s'engueuler du soir au matin ou du matin au soir. Alors, par contre, là, on a parlé beaucoup d'engueulades, mais nos journées ressemblent peu à ça. Elles ressemblent plutôt à beaucoup de travail, beaucoup de joie dans le travail, parce qu'on a mutualisé nos ressources, et ça nous permet d'avancer de manière beaucoup plus riche. On est heureux de voir les enfants grandir. On est heureux de voir la richesse que ça leur offre, d'être au contact d'une autre famille, où du coup ils se retrouvent avec, concrètement mes propres enfants se retrouvent avec un frère de plus, parce que c'est comme ça qu'ils le vivent, eux, ils se posent pas ces questions-là. Lui il a un tonton tata de l'autre côté, Liam. Moi mes enfants ils ont un tonton tata, et puis ça roule comme ça. Ça c'est la maison, mais cette association, il y a quand même beaucoup de participants. Je suppose qu'il y a des gens qui viennent vous voir dans la journée. Ça arrive presque tous les jours. Voilà. Et cette association vit pratiquement 24 heures sur 24. Presque. Peut-être pas la nuit encore. Peut-être pas quand on dort, mais à part ça, oui. Elle vit tout le temps. C'est juste. Alors j'ai cru comprendre quand même que vous êtes une association
dites-moi, je peux me tromper du reste, dont la porte est ouverte un peu, je dis pas à tout le monde, ça serait peut-être exagéré, mais quand même, quoi. Vous m'avez cité un ou deux exemples, je pense que je peux en parler sans citer de nom. Par exemple, vous recevez une dame d'un certain âge qui se retrouve toute seule tous les jours, et vous l'invitez à manger tous les jours. Oui. Je ne sais pas à quel point elle est seule tous les jours, je sais qu'elle vit seule chez elle, mais en gros l'histoire c'était, on a ouvert le bar associatif de l'association début septembre. Il fonctionne tous les jours ? Non, pas tous les jours, non. Ça par exemple c'est un des choix qu'on a fait, vu que le cœur c'était la création de spectacles de théâtre clown et de l'école. Donc on donne des cours aussi pour les ados et on espère après pour les enfants, les adultes et tous ceux qui le souhaitent. On voulait pas faire que ça parce qu'on vit aussi au village et on a envie que la vie de village aussi soit riche, que les enfants quand ils grandissent ne se retrouvent pas à s'y ennuyer. Vous êtes bien parti parce que vous êtes dans la radio. Oui. La commune. Ah mais oui, et j'en suis ravi. Nous recevons. Quand j'ai découvert qu'il y avait une radio à Montcarré, j'étais là, mais quelle chance. Nous ne recevons pratiquement personne. De Montcarré ? Ah oui. C'est étonnant. C'est très. En tout cas, moi j'en parle, depuis que j'ai découvert ça, j'en parle. Même la municipalité nous fait passer aucune information. Bon, c'est pas grave. Nous, on fonctionne quand même. Nous sommes des passionnés. Donc, ils viennent, tant mieux. Ils viennent pas, tant pis pour eux. Quoi. Voilà, bon. Mais c'est ainsi. Est-ce que c'est particulier ? Je sais pas. Bon, je sais pas, mais j'ai quelques idées, mais j'en parlerai pas au micro. J'en ai aussi, et je crois que ça fait partie du sujet, ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que, pour le dire, alors comment je peux le dire de la manière la plus sincère et résumée possible, il y a des vies de village à faire revivre. Oui. Concrètement, moi, je te dis l'image très personnelle, qui est pour moi un peu une des images pour l'instant fortes qui me permet de le décrire, c'est que j'imagine mes enfants grandir, arriver à l'âge de la préadolescence, adolescence, tu vois, au collège, et qu'en fait, ce soit le moment, tu vois, donc ils vont avoir le smartphone dans les mains, tout un tas d'images et d'idées du monde et de comment ils pourraient devenir quelqu'un, une star, etc. Et ça va commencer à les habiter. Et je me dis, tiens, dans cette attaque de multiples histoires, j'utilise le mot attaque un peu volontairement parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui leur arrivent de nos jours. Quand ils vont se retourner, lever la tête de leur écran et regarder autour d'eux dans le quotidien, est-ce qu'ils vont y trouver des espaces pour s'exprimer, pour faire des choses, pour faire des choses concrètement, c'est-à-dire pas juste pas discuter, ou est-ce qu'ils vont juste être pris d'un profond ennui, voire désespoir, de ne pas pouvoir faire des activités sportives qui leur correspondent, des activités d'expression artistique qui leur parlent à ce moment-là, la possibilité de construire des choses, tu vois, vraiment de construire une pergola, aller au potager, aller s'occuper des poules, que sais-je d'autre, réaménager sa chambre, son salon, ou celui du voisin aussi, pas que chez soi. Tu vois, moi j'ai tout ça qui m'habite quand je les imagine grandir et quand je vois les autres ados du coin. Et je vais dire, je sens leur souffle vital emprisonné, en quelque sorte. Parce que, tu vois, par exemple, on a ouvert des cours de théâtre pour ados cette année. C'est tous les mercredis après-midi, 1h30, tout au long de l'année. Ils vont se produire 3 fois devant un public chaque trimestre, en gros. La première fois, là, c'était le 9 décembre. Et c'était impressionnant de voir que donc, tous les proches, les familles qui sont venues les voir, il y avait 55-60 personnes là, de Montcarré qui sont venues les voir. C'est 8 ados. Il y en a 4 qui ont 12 ans et 4 qui ont 14 ans. C'était impressionnant de voir déjà leur fierté, d'être monté sur scène pour la première fois, réaliser quelque chose. D'avoir en plus le choix qui a été fait par l'enseignante, donc Anne-Lucie, qui est aussi la fondatrice de l'asso. Ça a été le choix de leur faire jouer des textes d'auteurs importants, du Shakespeare, quand même. du Calafert, du... qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Anouilh.
Enfin, on n'est pas parti sur des textes où elle n'est pas partie sur je vais leur faire des textes plus simples et tout. Non, on va direct sur le grand texte de théâtre parce que c'est le sujet d'arriver à jouer ça. Est-ce que c'est pas du reste je sais pas, je me mets à la place d'un adolescent qui démarre avec ça, qui vient peut-être au théâtre pour se marrer un petit peu, que ça soit un peu de détente. Et là, est-ce que c'est pas un peu trop sévère? Elle en parlerait mieux que moi, mais c'est pas ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est que... alors évidemment, d'un point de vue... On se fait souvent des fausses idées. Hein, mais bien sûr, je pense que celle-ci est fausse, par exemple. C'est-à-dire que la mise en scène qu'elle a proposée, qui était très chorégraphiée, il y avait beaucoup de mouvements, de groupes, où tu en as un qui se détache du groupe, avec différentes ambiances émotionnelles, où ça se marre, tantôt ça devient sérieux, tantôt ça devient craintif, tantôt c'est en péril. Enfin, vraiment, au contraire, on voit qu'ils se sont beaucoup amusés à être passés par tout un tas d'émotions, plutôt que de rester enfermés dans faut que ce soit amusant. Tu sais, cette espèce de rapport où à un moment ça devient étriqué et ennuyeux, quoi. Et c'est bien ça le rôle du théâtre, c'est d'arriver à nous faire vivre un tas de choses dans un temps un peu compact. Et qu'on s'évade dans l'aspect de l'humanité, quoi. Vous êtes une association aussi de théâtre, et c'est une association dans l'humour, quand même. Vous faites du théâtre dans l'humour. Oui. C'est ça que tu dis. Et bien, il n'y a pas que de l'humour dans le clown. C'est ça qui est intéressant. C'est là, quand on parle de théâtre clown, évidemment que l'humour apparaît parce que le clown c'est un gros pourcentage. fait des bêtises et maladroit. Sinon, ça parle de ça aussi. Ça parle de qu'est-ce qui nous fait tomber en maladresse. Et c'est là où le clown a toute sa place, je pense, et est facilement accepté par un public. J'espère que quand même vous êtes satisfait quand les gens rient. Ah ben évidemment. Bon. Mais de toute façon, toi qui es déjà monté sur scène, tu dois le savoir, quand un comédien ou une comédienne veut faire rire le public, ça marche rarement. Quand on y tient à ce que ça arrive, en général, tu as un point de tension. Oui, il y a quand même des répliques, on sait que... Ouais, il peut y avoir... L'écriture peut aider, mais ce que je veux dire, c'est que un rire naturel vient naturellement. Oui. C'est-à-dire, il y a la situation le pose, l'état de là où se trouve le personnage le pose, tout le monde est d'accord. On n'a pas à négocier, il n'y a pas de négo avec le public. Alors quand le rire est plus forcé, ça se sent dans l'ambiance, dans la texture. Bien sûr. Tu vois. C'est dans ce sens-là que je te dis, oui, évidemment, il y a de l'humour parce que clown, parce que le clown se met en maladresse, parce que le clown va trop loin, parce que le clown est innocent. Mais au bout de tout ça, il y a toujours de l'humour. Ou souvent, quand même. Souvent, oui. Ouais. Mais pas toujours, non, parce que on s'autorise justement. Mais ça, c'est un choix artistique. Pour le coup, c'est intéressant que tu poses cette question. C'est le directeur artistique, Jonathan Dupuis. Donc lui a raconté son histoire. Il a fait le conservatoire de Mérignac. Avec Gérard David à l'époque. Derrière, très rapidement, Gérard David lui propose de donner des cours pour les petits. Il s'intéresse à la pédagogie, mais en fait, il est surtout comédien. Mais en fait, il se retrouve de l'autre côté et il se met à écrire. Il a écrit une douzaine de pièces. Là, il y en a 2 en cours. Et en fait, il s'aperçoit assez vite qu'il ne sait pas trop pourquoi, c'est la figure du clown qui revient dans ses écritures. Donc c'est des trucs très, très personnels. Hein. Pourquoi c'est ça qui te vient plutôt qu'autre chose, par tel style et tel autre. Mais finalement, c'est plutôt de l'ordre du théâtre contemporain, dans le sens où le clown va vivre un tas de choses et c'est plutôt une sorte de miroir grossissant des émotions. Tu vois ce que le clown va vivre sur scène, qu'un clown qui est coincé à faire rire, un peu comme l'image qu'on a du clown cirque. Mais le clown cirque, il avait une fonction très particulière. Le clown cirque, il était là pour faire des respirations entre les numéros de cirque qui étaient impressionnants, où les gens avaient presque peur qu'un acrobate se fasse mal. Il y en a eu quelques-uns quand même qui faisaient carrément le numéro. Moi, de mon époque, c'était Zavata, par exemple. Oui. C'était un numéro, quoi. Hein, on ne sentait pas qu'il était entre 2 autres numéros. Oui, tout à fait. Hein, mais tu sais d'où ça vient, la figure du clown, au départ? Non. Il y a plus de 100 ans, le clown, c'était un acrobate qui s'était cassé un membre, qui ne pouvait plus être acrobate. Et le nez rouge... C'est pas plus vieux que 100 ans. C'est plus vieux que ça. Hein. Je ne sais pas quelle est la date exacte, mais c'est 19e, je pense. Ah oui, d'accord. Et donc, c'était, si tu veux, le boulot d'après pour l'acrobate, pour qu'il puisse rester dans la compagnie. D'accord. Et donc, tu vas être
celui qui va amuser la galerie entre les numéros. Et du coup, le reste du temps, qu'est-ce qu'il faisait Le nez rouge, c'était quelque chose d'assez dramatique. Hein. C'était l'alcoolisme. Tu vois. Donc, ça parle plus du tout de ça aujourd'hui parce que ça a évolué dans le cadre du théâtre contemporain depuis, je ne saurais pas dire, je ne connais pas bien l'histoire non plus de ça, mais peut-être une 40aine d'années. Ou plus. Peut-être plus, ouais. Mais tu veux, la façon dont le clown est revenu dans la scène française, hein, parce que je ne connais pas bien les autres scènes, c'était dans le cadre du théâtre contemporain, c'est-à-dire qu'il a voulu se distinguer du clown cirque, où il était connu et réutilisé. Et là, c'était plutôt pour être un... Tu veux, la différence entre un spectacle de théâtre clown et un spectacle de théâtre standard, selon moi, c'est que on sent, le public va sentir une prise de risque, va sentir que le clown peut se détacher de l'écriture un petit peu. Alors, il va surfer, il est obligé de surfer avec l'état émotionnel du public sur le moment. Il ne va pas juste continuer l'histoire écrite de la pièce qui doit avancer, du Shakespeare qui doit avancer. Mais enfin, quand même, votre public, bon, je pense que c'est un public qui n'est pas très averti, et donc il vient quand même dans l'espoir de rire. Oui, et puis ça lui arrive, mais pas que ça. Pas que ça. Oui, tout à fait. Nous, on ne va pas que faire parler. Allez. On va écouter aussi de la musique. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, je suis avec Habib, un des membres fondateurs de l'association TELUA, qui est ici à Montcarré. Je vous rappelle aussi que si vous voulez écouter CLC Média, parlez-en autour de vous, bien évidemment, parce que si vous nous écoutez actuellement, c'est que vous savez faire. Mais beaucoup de gens me disent, mais comment on écoute ? Alors, je le redis pour la énième fois. Sur votre téléphone, vous pouvez mettre CLC Média. Vous allez sur Apple Store, vous marquez CLC Média. Vous allez télécharger notre application et vous aurez la radio autant de fois que vous voulez dans la journée, dans la nuit, enfin, n'importe où, sur la route. Moi, je l'écoute en voiture. Et vous ne pouvez pas même partir à l'étranger puisqu'on est écouté aussi à l'étranger. On a une chaîne télé qui s'appelle CLC Web Radio sur YouTube. Et là, pour être sur cette chaîne télé, je vous encourage à y aller parce qu'il y a à peu près 3 ans de vidéos, 3 ans d'émissions au-dessus. Donc vous avez que l'embarras du choix. On a reçu quand même quelques personnalités. La dernière, c'était la sœur de Daniel Balavoine, Claire Balavoine. On a reçu, il n'y a pas très longtemps, Frédéric Bourgade, qui est quelqu'un du théâtre et du cinéma, puisqu'il a joué dans La Reine Margot. Là, il y a quelque temps, dans Le Baron Noir, il donne la réplique à Cadmerade. Bon, on a reçu la script de Claude Lelouch, par exemple. Enfin bon, voilà, la liste, il n'y en a pas 3 pages non plus, mais on a reçu de temps en temps quelques personnes qui sortaient de l'ordinaire. Notre dernière, c'est Claire Balavoine. J'espère qu'on va la retrouver avec le spectacle qui est organisé par Florence Poumarède. C'est pas loin, si vous aimez le rock. Hein, c'est le Rockin' du 24, organisé donc par Florence Poumarède. Et l'an dernier, la marraine, c'était Claire Balavoine. Ils attendent cette année encore beaucoup de monde. L'an dernier, ça avait super bien marché. Excellente ambiance. Nous, je pense qu'on va essayer d'évoluer un petit peu. J'en dis pas davantage pour cette manifestation vraiment sensationnelle. Bon, voilà. Donc, j'ai fait le tour. En tout cas, parler autour de vous de CLC Média. On n'est pas, je vous le dis aussi, pour ceux et celles qui nous écoutent, on n'est pas à la recherche sans arrêt d'auditeurs, d'auditrices. Certaines radios Zim Boum Boum, moi je les appelle Zim Boum Boum, sont là, ils comptent et tout. Bon, nous, c'est pas ça. C'est pas notre volonté. On fait ça par passion. On préfère 300 auditeurs, auditrices qui aiment comme aujourd'hui, les gens que nous recevons et qui est de la qualité, quoi. Voilà. Nous, je répète peut-être un peu, je ne vise personne. Il n'y en a pas très loin, mais on n'est pas Radio Zim Boum Boum. Ça, c'est pas du tout notre style. C'est le style bien à nous. Nous, c'est peut-être une des rares fois que je le dis,
notre ami Jean-Yves qui était à la technique. On se connaît depuis 40 ans. On était les premiers, on le revendique du reste, à créer ici dans la région une radio locale. Nous avons été, je vous le montrerai du reste, Habib, à la fin de l'émission. Je vais voir, ouais. On a été première radio départementale avec ce nom, CLC. Alors c'était dans les années 80, c'est vrai. C'était aussi sur la bande FM. On a fait le choix de ne pas choisir la bande FM et de prendre plutôt Internet, parce que c'est l'avenir. On pense que la bande FM est appelée à disparaître, mais c'est pas nous qui le disons, du reste. Et donc, voilà. Et puis bon, c'est bien plus pratique. Vous prenez votre voiture, vous écoutez la radio, dans 50 km, vous nous écoutez toujours. Une radio FM, 20, 30, 35 km, c'est fini, on l'entend plus. Voilà. Bon, moi, je vois, des fois, je descends sur le sud, je me cale sur... Alors, je fais comme si je cherchais la station, mais non. Je me cale sur CLC Média par Internet, et j'ai la radio jusque sur le sud, sans coupure, sans rien. Et du reste, je le revendique, d'une autre qualité que la bande FM. Bon, voilà. Ceci étant placé et dit, tu fais un peu plaisir, là, t'es pas contre. Bon, bravo. Et nous continuons donc avec Habib, qui est membre fondateur de cette association TDUA, qui fait du théâtre. On parlait des clowns, puisque c'est quand même votre spécialité. Oui. Vous n'avez jamais fait de pièces de théâtre en dehors de ce sujet-là. Si, Jonathan, on a fait plusieurs. Que vous avez joué. Alors moi-même, moi je suis étudiant amateur en fait. D'accord. Dans la compagnie. Anne-Lucie et Cynthia l'avons joué dans un spectacle pro. Tiens, je vais parler des spectacles en cours, tant qu'à faire. Mais bien sûr. Il y a deux. Alors ça, c'est, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé dernièrement dans l'histoire de Montcarré et du coin. Il y a deux spectacles qui s'écrivent à Montcarré, qui ont commencé à s'écrire à Montcarré et qui finiront de s'écrire à Montcarré. Là, en ce moment. En ce moment même, ouais. Donc ça fait depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Donc c'est des commandes qui ont été faites par l'association Mosaïque qui est à Bonneville. Oui, je connais personnellement. Ouais. On va saluer Monsieur Cluzot. Ouais. Oui, exactement. Et donc ils vont déjà. Le premier d'entre eux, s'appellera Les Sorcières n'ont pas de nom. C'est un spectacle qui est destiné initialement pour les 8-12 ans, mais en fait qui va être tout public. C'est pour poser un âge de départ. Et dans l'écriture, c'est vrai que ça a été pensé avec l'énergie qu'on peut qu'on a pu observer, imaginer à cet âge-là, les questionnements qu'on peut avoir à cet âge-là. Et il va se jouer le 12 mars dans la salle communale de Véline, devant 250 élèves. Il faudra nous en parler suffisamment tôt pour qu'on fasse le spot, bien évidemment, et que l'on annonce autant de fois qu'il faudra. Oui, même si vous voulez en savoir plus sur la création elle-même, c'est avec Jonathan. Mais à la limite, on peut refaire aussi une émission par rapport à ça. Ah bah ça peut être super intéressant, avec grand plaisir. Les portes sont ouvertes. Oui, parce que alors là, du coup, moi qui vis avec eux au quotidien, même si j'ai travaillé plus sur les autres sujets d'administratif, de fonctionnement de l'asso, de partenariat et tout, je suis quand même témoin de l'avancement de la créa. Et on peut en faire une émission sans problème de comment une création de théâtre se fait. Oui, puis pour ce sujet-là, en fait, pour cette soirée-là. Oui. Et donc ça, alors, c'est le premier. Le deuxième s'appelle Zorozoraï, la bêtise de trop, où là c'est Jonathan Dupuis qui est sur scène, c'est son clown qui s'appelle Zorozoraï. Donc là c'est en cours d'écriture, donc je peux pas vous donner la narration. Ah non, mais non. Et ça va se jouer. C'est un seul en scène. Ouais. Donc spectacle pro aussi, il va se jouer devant 400 personnes si le chapiteau est plein. À Bonneville aussi, et là c'est pendant le festival Côté Jardin organisé par Mosaïque, donc ce sera le samedi 29 juin. Bon, alors, voilà. Faudra venir nous voir. Ah ben oui, venez. Et on fera un spot pareil. D'accord. Pour annoncer la manifestation. Merci. Sachez-le. Parce que beaucoup de gens oublient. On a le réflexe souvent, je le dis aux élus, de la presse papier, parce que ça, c'est rentré dans les mœurs. Oui. Mais au niveau radio, on n'y pense pas. Oui, c'est plus des fois, on n'ose pas. Oui. Et souvent, on n'y pense pas. J'étais à la réunion des amis de Montcarré samedi matin.
Ouais, ils ont le réflexe presse papier, presse écrite, mais la radio... Oui, alors que, la presse écrite... J'espère que vous n'allez pas tomber dans ce travers, pardon, Vas-y. on parle de pub, mais j'espère que votre association ne tombera pas dans ce travers, et ça... je ne dis pas que j'en fais la chasse, mais je le dis le plus souvent possible, à tous ces panneaux publicitaires qu'on voit au rond-point, par exemple. Je l'ai dit au maire de Véline, que j'ai reçu ici, Gilbert de Miras, que je salue. Franchement, ça me désole. Ça me désole de voir tous ces panneaux, ces affiches, alors qu'il y a quand même aujourd'hui des moyens de communication, et là, on placarde ça. Je dis du reste même, à certains ronds-points, il faudrait s'arrêter pour tout lire, et ça devient un danger. On nous dit qu'il ne faut pas quitter le devant de la scène, c'est-à-dire devant le volant. Ben là, on est sans arrêt à droite, à gauche. On est envahi par je trouve cette pub qui est moche. C'est moche, hein, vraiment. Voilà. Ouais, j'ai fait mon petit moment de... Mais il en faut peut-être un petit peu, oui, bien sûr, mais... ici, on a des affiches d'artistes, etc. Mais pas trop quand même. Vraiment. Il y a des fois, c'est abusé. Vraiment, voilà, ça n'engage que moi. C'est tout, j'ai fini mon quart d'heure. Ça roule. Qu'est-ce qu'on se disait alors? On parlait des spectacles. Oui, donc les deux créations en cours, je vous ai dit. D'accord. Dans l'année, il n'y aura pas d'autres... Il n'y aura pas d'autres spectacles. Il y a d'autres dates qui vont apparaître, mais tu sais, écrire un spectacle, ça prend plusieurs mois. Oui, ça je me doute. Entre le moment où l'écriture se lance et le moment où ça se joue, c'est entre quelques mois et un an. Donc derrière, l'objectif, c'est que ça tourne. C'est que ça aille dans un maximum de salles possible. C'est un gros sujet. Pour nous, ça a toujours été très dur de le diffuser. On a été toujours très bons dans la création même. Le moment où il fallait diffuser, on a toujours été plutôt très mauvais. Et pourtant, tu vois, par le hasard des choses, en passant pas par les circuits classiques, des théâtres conventionnés, etc., où on n'a pas compris comment les circuits fonctionnaient, on a réussi par un mécène privé à un monsieur, en fait, à Bordeaux, quand on habitait à Florac à l'époque, à jouer finalement dans la Cité du Vin, tu vois, devant 254 personnes. Et du coup, on va dire le travail pour y arriver n'a pas du tout été le travail classique. Tu arrives en tant que compagnie dans un théâtre classique, tu leur montres le contenu du spectacle et ils te prennent ou pas dans une programmation et ils amènent le public. La carte de visite est différente. Ouais. Et là, en fait, ça, quand on l'a fait, en tout cas pour l'instant, en Gironde, en Dordogne, c'est neuf, donc peut-être ça se passera autrement. En Gironde, ça fait porte close quasiment à chaque fois, tu vois. Et pourtant, on a réussi à jouer devant ce public-là à la Cité du Vin. Il me vient à l'esprit quelque chose dont j'ai discuté, je crois bien ici, je reparle de lui, on se connaît très bien depuis très longtemps, Gilbert de Miras, le maire de Véline, qui me disait qu'aujourd'hui, il y avait des troupes de théâtre qui étaient inabordables. Inabordables dans quel sens? Financier. Ah bah oui, ça doit exister, hein, parce que... Il me parlait par exemple, et ça y est, j'ai le trou, le théâtre des Salinières, où ça devient... il ne nie pas le travail et la qualité, mais ça devient inabordable. Ah, je veux dire le prix d'entrée pour un spectateur? Oui, et puis ou bien même l'achat pour la salle. Non, le prix de la compagnie, le cachet. Ah oui, bien sûr, oui. Oh, ben, la salle, je pense que c'est chez lui, donc ouais. c'est à Véline. En gros, ce que j'ai compris pour l'instant de ce qui se passe dans ce monde-là, en France, tu as un phénomène de concentration, à peu près, un peu comme dans tous les secteurs économiques, en gros. Tu as une concentration où, en fait, la barrière à l'entrée est très élevée, où il faut que tu aies fait un gros travail d'administratif, de communication et de diffusion, c'est-à-dire faire le tour des salles pour demander que ça rentre dans une programmation, et en fait, il n'y a pas assez de salles par rapport à la quantité de créateurs. Et aussi, ce que je vais dire va être de toute façon incomplet, et on pourra le contredire, parce qu'il y a plein de raisons. Tu as d'autres raisons où simplement les créateurs, quand ils ont bossé pendant 9 mois pour créer un truc, c'est plus leur métier, ils ne savent pas
comment aller le vendre et comment aller le diffuser. Ça, c'est un peu comme l'artiste peintre qui fait d'excellents tableaux, C'est ça. mais il ne sait pas bien Et se ça vendre. reste dans sa chambre, Ouais. c'est ça. Et là, donc, tu as une série de codes à comprendre, etc. Mais c'est surtout que pendant tout ce temps-là, tout ce temps de prospection-là qui peut être très long et qui est décalé dans le temps, c'est-à-dire quand tu vas voir une salle, elle ne te programmera pas avant 1 à 2 ans. Donc tout ce que tu vas faire comme travail pendant 1 à 2 ans ne sera pas payé. Donc tu as ce phénomène-là qui fait que tu n'as que certaines compagnies qui ont une machine administrative assez forte pour différentes raisons, Oui, oui. qui vont commencer à y arriver. Et une fois qu'elles y sont installées, vu qu'il y a peu de créneaux, elles y restent. Bon, Du alors, coup, ça m'amène à la question, t'écoutant, bien évidemment. Oui. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Oui. Je dis n'importe quelle... La commune de Saint-Seurin-de-Praz voudrait vous avoir en spectacle. Eh bien, avec plaisir, on arrive. Bon, alors, comment ça se passe financièrement? Eh bien, financièrement, tu as un coût de spectacle de base, où dedans, on met le vrai coût du travail. Dedans, on va mettre le coût du cachet des comédiens, par exemple, le coût du régisseur ou du Bon, metteur moi, en je vais aller un scène. peu plus vite. Est-ce que ça reste abordable? Ben, ça, c'est à ceux qui sont en face de le dire. Par exemple, l'association Mosaïque, qui est une association qui roule pas sur l'or, mais qui touche des subventions de la Dordogne, un petit peu de la communauté de communes, du CIVOS, etc. Je crois qu'ils tournent avec un budget en très gros, hein, si je dis pas de bêtises, de 20 000 euros à l'année, pour faire un gros festival où il y a pas mal de spectacles et des représentations au cours de l'année dans les écoles. Et ben eux, en fait, on leur fait une réduction en fait pour que le spectacle puisse être, parce que c'est une chance en fait qu'ils nous diffusent en premier. Et on a un spectacle qui est le solo, il est vendu à, je crois, autour de 800 euros, et le duo de clowns, 1100 euros les deux spectacles. D'accord. Tu vois, donc t'as la moitié. Bon, il faut remplir quand même après. Les caisses, tu veux dire? Non, Pour nous faut amortir. Notre travail. Eh Ah oui. bah oui, bah nous on fait Non, beaucoup. mais si vous êtes vendu 800 euros... Oui, ça suffit pas pour vivre. alors, la place est à combien? Alors là, dans le cadre de Mosaïque, par exemple, je sais pas à combien ils vont faire leur place, mais c'est très abordable, parce que Mosaïque, ils sont dans une politique de faire de la parce qu'ils culture ont- accessible. Oui, parce qu'en plus, ils ont des aides. Ils ont des aides, et puis c'est leur vocation, et du coup, sociale. Quand ils font dans les écoles, c'est carrément, je crois que c'est 1 euro par enfant. Tu vois, donc Oui, c'est, non, c'est- mais moi, je parle pas de ça. Et D'accord. ça, Quand je suis t'es, d'accord. ouais. Mais quand tu es en spectacle, en représentation, sur une scène, Ouais. dans une salle des fêtes, par exemple, Ouais. bon, l'entrée est de combien? Tu vas me dire, ça dépend des spectacles. Non, mais je vais te dire, ça dépend de comment le spectacle est acheté, en fait. Par exemple, on a fait un spectacle à Montcarré, pour l'instant. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de Montcarré, de ce que j'ai compris, où la commune de Montcarré a acheté un spectacle. Ils nous l'ont acheté 1100 euros. Le spectacle qui s'appelle Le Clown et la Fée, qui est celui qu'on a joué dans la Cité du Vin, donc il était rodé, hein, c'était la 34e à Montcarré. Oui. Et par contre, c'était à notre charge de ramener le public. Donc ce travail-là, on devait tout faire, quoi. Après, ramener le public et payer les 2 comédiens pros qui venaient de Bordeaux, etc. Mais déjà, c'était raisonnable. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a demandé. Et c'est moi qui n'avais pas mis assez de coups dedans. Donc, mais eux, ils n'ont pas négocié le prix, quoi. Et on a rempli 180 personnes. C'est-à-dire, Oui. la salle des fêtes était comble. Là, ils n'ont pas payé les gens quand ils sont rentrés. Ça a été gratuit pour eux. Oui, c'est Parce que nous, on était déjà payés par la mairie, tu vois. D'accord. Mais si tu rentres dans un autre rapport où, j'en sais rien, la mairie, mais elle te donne 200 la mairie euros, aurait pu, ça marche pas. Tu fais un la billet à mairie l'entrée. aurait pu faire Ouais. payer l'entrée pour essayer de rentabiliser leur investissement. Tout à fait, ils ne l'ont pas fait dans ce cadre-là. Donc, par contre, on Très bien. n'a pas de spectacle racheté derrière. Là, ça fait 1 an, ça ne s'est pas reproduit et c'est pas prêt de se reproduire, à moins qu'on arrive à créer un nouveau dialogue, alors que ça a hyper bien fonctionné. Parce que c'est pas dans les habitudes Vous d'une connaissez mairie aussi comme ça. cette façon-là de travailler au chapeau? Travailler au chapeau, on la connaît cette façon-là, mais c'est-à-dire qu'il faut voir d'où ça vient historiquement et ce que c'est devenu aujourd'hui le travail d'artiste. En fait, alors, je vais la faire Si je très peux courte. me permettre, je fais partie d'une troupe de théâtre. Oui. On va la citer, celle de Jean-Paul Aymar, l'Atelier du Temps. Je vais Oui. donner un petit coup de main. Oui. Ils n'ont pas peur de travailler au chapeau. Et des fois, Mhm. ça marche mieux que Ouais. de faire payer une entrée. Ouais, ok. Et c'est une troupe amateur ou d'amateur ou de Amateur, professionnel? amateur, Bah oui, dans une troupe amateur, déjà, t'as pas autant d'enjeux
de ramener une certaine somme d'argent que dans une troupe professionnelle, puisque dans le cadre d'une troupe professionnelle, ils veulent en vivre pour payer leurs besoins quotidiens, de loyer, de bouffe, d'éducation, etc. Là, quand tu es dans une troupe amateur, je veux dire, que l'argent rentre ou pas, j'allais dire, tu as un petit peu de frais de fonctionnement pour les transports, peut-être manger un bout, acheter un peu de matériel, mais il n'y a pas les gens à payer. La pub. Tu vois, la pub, voilà. Là, je te parle, tu es dans une autre dynamique, dans une troupe pro. Une troupe pro, les gens, ils veulent en vivre. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on n'en vit pas. Ouais, il me semblait que nous, on gagne de l'argent par ailleurs. Exister dans une troupe pro la recette au chapeau. Ouais, ça existe, mais ça marche pas. C'est-à-dire que c'était par rapport à si tu regardes la quantité d'heures, de centaines d'heures de travail qui sont mises pour que le spectacle se fasse et après pour que ça se joue. Ça dépend le nombre. 50 de... centimes de l'heure à ce moment-là. Ça dépend le nombre de spectateurs aussi, quand même. Mais c'est-à-dire que ça dépend à quel moment tu commences à regarder le travail. Si on le fait de manière artificielle, tu te dis, là, ils sont venus jouer ce soir, le spectacle dure 1h30, il y a 100 personnes, donc tu divises par le nombre de personnes. Sauf que la réalité, c'est que pour qu'ils jouent devant, si tu regardes du point de vue compagnie, pour qu'ils jouent devant, ils sont venus dès l'après-midi, voire dès le matin pour répéter, se mettre en jambes. Des fois la veille, même. Tester la technique. Monter les décors. Parfois la veille, c'est ça. Tester la technique, son et lumière. C'est pas la même chose si le régisseur il est donné par la salle, auquel cas il faut le former un peu, ou si c'est ton régisseur que tu amènes, auquel cas il est formé, mais tu le payes. Voilà, donc en réalité, c'est pour ça que le cachet de base, par la loi, c'est 12 heures par comédien et par régisseur. Enfin, 12 heures par comédien, régisseur, je sais plus si c'est 10. Mais tu vois, c'est jamais que le temps d'un spectacle. Mais ça, c'est que pour une date. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, il a fallu le créer, le spectacle. Il a fallu l'écrire, il a fallu le répéter pendant un paquet d'heures. Ça aussi, c'est du travail. Alors, tu vois. Il a fallu créer des décors, des costumes. Oui. Ça aussi, c'est ça m'amène à une question pour vous. On va revenir à l'association Tédur. Est-ce que vous avez un désir peut-être de passer pro et de passer à une autre dimension que le monde associatif? Oui, alors les compagnies sont des assos. C'est oui ou c'est non? C'est oui, bien sûr, c'est oui. Mais si tu veux, les compagnies sont déjà des assos. Donc ça, il faut distinguer le légal de la dynamique économique. Toutes les compagnies sont des associations, globalement. Maintenant, tu as de nouvelles compagnies qui sont des coopératives. Mais en gros, pro et amateur, tu as la définition légale. Et puis, tu as, on va dire, ce qui se passe dans la vie concrète quotidienne. Moi, ce que j'appelle pro, c'est une exigence artistique, la ligne artistique qui en découle, c'est-à-dire que tu n'écris pas juste parce que ça te fait plaisir d'écrire, tu écris parce que ça te fait plaisir d'écrire et que tu as un propos. Ça va dérouler, ça va avoir une conséquence sur le nombre d'heures de travail que tu vas faire et la durée du travail et le moment où tu diras que ton œuvre elle est aboutie. Et ça va avoir une conséquence sur la qualité des comédiens que tu vas avoir sur scène. Et du coup, la quantité d'heures qu'ils vont avoir à répéter. Tu as une différence. Moi, je suis un amateur. Hein, donc, je défends le théâtre amateur à fond. Mais je me rends compte de la distinction en termes d'attente. C'est impensable que dans un spectacle rodé avec, on va dire, une approche pro, c'est impensable que tu aies un comédien qui ne sache pas son texte pendant 10 secondes. C'est impensable qu'il essaye d'y repenser. C'est pas possible, tu vois. Dans un spectacle amateur, c'est totalement tolérable, tu vois. Et ça, ces petites 10 secondes correspondent à des heures et des heures de boulot. C'est ça qui a à saisir, qui est, je pense, qui est incompréhensible pour un spectateur. Et voilà. Et après, tu as toute l'approche. Je pense que le spectateur, il le ressent plus sur l'impact que font les décors et les costumes sur lui, sur la qualité de texte, la qualité de mise en scène, tout à fait. La mise en scène a quand même une importance assez fondamentale. Capitale, absolument, absolument. Et puis le texte aussi, bien sûr, mais et après, tu as ce qui reste pour les gens, simplement. Dans quel état ils sont à la fin de la pièce. C'est là où tu peut-être que c'est pas la même chose qui est attendue ou qui se passe quand on fait du spectacle amateur, où on sait que les gens ils font ça à côté d'un autre travail ou à côté de leur quotidien, où là on est juste très heureux qu'ils se soient mis en risque,
qu'ils aient offert quelque chose d'appris jusqu'au bout. On est peut-être impressionné par leur prestation de mémoire de texte et qu'on a passé un bon moment. Et après, on est content de se retrouver pour manger ensemble, etc. Par exemple, je donne un décor. Quand tu es dans le cadre d'un spectacle pro, derrière, l'impact peut être tel que ça fait bouger des gens à l'intérieur, tu vois, et qui se disent, ils viennent te voir et ils ont quelque chose d'intime à te dire, tu vois. C'est peut-être que pour le comprendre, pour des gens qui connaissent pas le théâtre ou même qui s'en sont impressionnés, ça va être comme un film qui a changé ta vie, tu vois. C'est ça qui est visé, quoi, dans un spectacle pro. Allez, on a une pause qui nous attend parce que Jean-Yves s'endort des fois derrière. Il n'a pas l'air. Voilà, alors une petite pause et puis on se retrouve pour pratiquement le mot de la fin, puisque on doit être pas loin des 58 minutes, je crois bien. À tout de suite. Et voilà, nous sommes en direct de nos studios en Dordogne, à Montcarré. Je reçois aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, Habib, qui est membre fondateur de l'association TEDUA, qui est ici aussi à Montcarré, qui loge dans l'ancien dancing de Montcarré. Est-ce que vous comptez le remettre en route, ce dancing, ou pas, ou c'est pas possible? Absolument. C'est pour ça qu'on a acheté. Ah, en plus? Oui. Alors, c'est pas compliqué, on a visité peu de maisons. On a visité une ici, une à la Motte. On est resté sur celle-ci qui nous avait tapé dans l'œil dès le départ, parce que ancien dancing et parce qu'elle a pignon sur rue, et ce beau jardin là, de l'allée des Vergers, où on sentait tout le potentiel d'accueil possible. Parce qu'il y avait un ancien café-restaurant là-bas, et il y avait cette ancienne salle de bal où... justement, tout à l'heure, on n'a pas fait le tour, mais quand tu me parlais de cette dame âgée de 96 ans qui maintenant mange avec nous tous les midis, quand elle avait 12 ans, elle dansait dans cette salle. Et est-ce qu'il y a beaucoup de travaux à effectuer? Il y a beaucoup de travaux à faire, donc ça c'est le projet, on va dire, à 3, 4, 5 ans. Et si les énergies se solidarisent autour de nous, mais là, ce qu'on veut faire, c'est en faire une salle de spectacle, la retaper en salle de spectacle, de conférences, de projections. Et avec, on a déjà fait une maquette à l'échelle. Et on a pensé à faire des gradins rétractables pour que ça puisse faire piste de danse comme à l'époque. Voilà. Donc c'est ça le projet, une salle de 49 places. Avec des aides d'élus? Voilà, il faut des aides dans tous les sens. Hein. Ouais. On l'a budgétisé, je crois que c'est 330 000 €, avec un architecte de Montcarré qui vit juste en face. Oui, je connais. Olivier Grandemange, qui a fait un super boulot d'estimation, et parce que j'aimais bien son éthique. C'est pour ça que ça a collé très vite entre lui et nous. Sur tous les aspects les enjeux énergétiques en fait maintenant qu'il y a sur le bâtiment. Bon, alors là, j'arrive, prépare-toi à aller faire des émissions en public pas loin d'ici. Hein. Mais ouais. Et là, pour l'instant, dans le concret des partenariats, ce qui a avancé, c'est avec le Crédit Agricole, parce que nous, on a notre compte au Crédit Agricole à l'agence de la Motte. Notre conseiller est en train de pousser pour qu'on ait une petite subvention, parce qu'on est on a construit une pergola là en chantier de voisinage là avec des amis, des voisins pour le bar associatif. Donc ça va être une petite subvention. Hein, bon, ça va être peut-être 2 500 €. Mais on a aussi vu un directeur de la région Charente-Périgord, qui est directeur de la filière image et son, et qui nous fait rentrer en fait dans le circuit de cette grosse machine. Et là, le but, c'est d'avoir quelques dizaines de milliers d'euros de la fondation. Non, il débrouille bien. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, on a quelqu'un de motivé qui est venu d'Angoulême, qui a fait la route pour nous voir et qui a validé que le projet était intéressant. Donc après, ça sera le champ des surprises. Bon. Et il faudra trouver d'autres partenaires. Nous sommes là. Entre les institutions. Ce que tu disais, les institutions locales, le département, la région, l'Europe, enfin tout est. Ah oui, il y a un autre sujet sur ça, c'est que nous, on est en train de créer un jumelage avec des amis en Espagne, qui ont déménagé de Madrid vers Valverde, donc c'est la région d'Extremadura, qui partage notre philosophie. C'est près de la frontière portugaise. D'accord. On partage beaucoup de choses philosophiquement. On va aller voir la semaine prochaine, une semaine, pour bosser avec eux, pour essayer d'avoir des subventions de l'Europe, pour justement mettre en place ce projet socioculturel, enfin de nouvelle vie
ensemble, dans notre D'accord. monde. Voilà. Bon, bon programme. Alors là, incessamment sous peu, c'est-à-dire jeudi, vous donnez rendez-vous à la salle des fêtes de Montcarré, Oui. à ceux qui sont intéressés, Ouais. bien sûr, de vous rencontrer. Mm. Et alors là, dites-nous en détail le programme. Alors, ouais, donc il y a les adhérents déjà actuels, un peu plus de 70 personnes à qui on a écrit, et les voisins, les curieux. Le programme, ça va être qu'on se retrouve à 18h à la salle des fêtes. On n'a pas prévu de faire une assemblée générale classique où on doit rester assis, écouter des textes formels et puis entendre tout ça et puis s'en aller. Ça nous paraissait un peu dur. Du coup, on a plutôt dit 18h à 18h30 environ, ce sera une exposition. Donc vraiment un peu... il y aura des De espaces. ce que vous faites. Ouais, voilà. Il y aura dedans, vous verrez des textes qu'on a écrits, des articles de blog sur notre vie collective, des peintures qu'on a fait, des dessins, des audios enregistrés, des vidéos qu'on a pu faire des différentes actions culturelles ou spectacles. Parce qu'on avait aussi un petit théâtre à l'époque à Florac, dans le garage qu'on avait retapé en théâtre. Donc et aussi les aspects légaux. Vous pourrez voir les statuts, vous pourrez voir les comptes. Donc il y aura Vous êtes hyper exposition. transparent, c'est bien. Mais on essaye, c'est du boulot pour arriver au niveau qu'on souhaite. Mais vous verrez quelque chose. Et expo, donc buvette, tout de suite. Donc il y aura une buvette au milieu avec la bonne bière de Montcarré. Il y a un brasseur à Montcarré, je ne sais pas si vous le savez. La bière Lapinada de Vincent Papillon. Je la trouve très bonne. Bon, écoutez, on la prend. Il y en a, ouais, et puis varié en plus. Il sera là? Il est invité, je ne sais pas s'il est dispo ou pas, je n'ai pas D'accord. vérifié. Ouais. Et en tout cas, c'est lui qui nous fournit au bar associatif. Et il y a de la blonde. Alors, du coup, je fais la sa pub. Alors, Oui, il y a oui, de la blonde, il y a de la porter, il y a de l'IPA, On qui est parle une de bière bière, amère, bien sûr. une bière amère, il y a une bière ambrée. Il teste ses nouvelles recettes. Il faut aller voir son atelier, dans la Lapinada, dans le Haut-Montcarré. Il vous fait visiter son atelier volontiers. C'est un micro-brasseur. Ça fait plaisir de voir un artisan qui ouvre ses portes et qui, en plus, la bière est bonne. C'est pas juste parce qu'il le fait lui-même. Et voilà. Donc, il y aura cette buvette-là au milieu. Temps 2, l'Assemblée Générale formelle, parce que quand même, c'est pour ça qu'on a invité les gens. Donc là, on vous montre les anciens statuts, les nouveaux statuts, les comptes. Et puis les gens votent s'ils sont d'accord ou s'ils voient qu'il y a Pour les quelque chose. membres actifs. Pour les adhérents uniquement, ouais, c'est ça. Et puis voilà, on va expliquer un peu la démarche, pourquoi c'est maintenant. Pour nous, c'est émouvant parce que c'est la première assemblée qu'on fait à Montcarré depuis qu'on vit ici depuis 1 an et demi. Avant, c'était Florac, donc c'est clairement une nouvelle vie sociale Je pour nous. comprends. Donc ça, temps 2, environ une demi-heure, jusqu'à 19h, 19h15. Et après, donc c'est auberge espagnole, donc repas partagé. Donc amenez vos couverts et un plat si vous avez envie de partager. Et la buvette réouvre. Et plateau radio avec vous si vous êtes dispo. Eh bien, on va être là, Et ben voilà. avec nos Super, micros. comme ça. Jean-Yves. Bon, il a dit oui. Alors là, Bon, si Jean-Yves le a technicien dit oui. est là aussi, c'est bon. Voilà. Donc ça sera enregistré, mais on sera là, on échangera au micro de CLC Média, il n'y a pas de problème. Génial, merci. C'est trop chouette. Nous allons clôturer cette émission parce que d'abord, ça fait déjà pas mal de temps. Et puis, je sais que vous êtes pris par ailleurs. Oui. Alors, cette émission est rediffusée, c'est dommage pour vous, mais elle est rediffusée vendredi. Donc, jeudi soir sera passé. Oh, c'est pas grave, c'est bien Voilà. quand même. Mais elle est rediffusée jeudi vendredi à 15h. À 15h, ok. J'ai toujours peur pour l'heure. Et dimanche également à 18h. Voilà. D'accord. Et puis Génial. dans très peu de temps, vous allez la retrouver aussi sur YouTube. CLC Web Radio YouTube, vous pourrez la suivre. Voilà. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu à nouveau notre ami le docteur Jacques Lacroix, mais à partir de mardi prochain, on le retrouve comme d'habitude. Voilà. Bon, on a toujours les uns et les autres des impondérables et on ne fait pas toujours ce que l'on veut, mais voilà, vous allez le retrouver à partir de mardi prochain. Et moi, je vais vous retrouver dans une nouvelle émission, 58 minutes, si tout va bien. Et du reste, non, je n'en parle pas parce que je ne l'ai pas encore invité, donc ça serait un peu exagéré. Merci d'être venu, Habib, jusque-là. On se revoit donc jeudi prochain. Merci à vous toutes qui nous écoutez. Merci à Jean-Yves
qui a eu le bras long aujourd'hui parce qu'il a fait la vidéo et la technique. Merci Jean-Yves. À lui tout seul. Et donc, bonne fin de soirée, bien sûr, à l'écoute de CLC Média Radio et CLC Web Radio sur YouTube. Bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.